Après, il faut assumer. C'est pas grave. Le président Ouattara l'a fait à l'époque. C'est simple. Mais moi, c'est pas pourquoi on ne l'assume pas. Ça fait quoi? Il l'a fait, mais dans notre cas, si pouvoir. le pouvoir qui est en face de nous, c'était le pouvoir de Laurent Gbagbo, où on sait que c'est un pouvoir qui repose sur le peuple, Tidiane Thiam ne serait ni à Paris, ni à Washington, D.C. la semaine prochaine. Il serait sur le terrain parce qu'il sait que c'est là qu'il faut combattre le président Gbagbo. Mais nous avons un pouvoir aujourd'hui qui se base sur ses ramifications, ses officines, qui se base sur ces trucs. Donc là où on estime qu'il a des points forts, on commence là-bas, on démantèle sur le terrain. On va jouer sur le terrain et on va gagner et on aura... C'est ce que vous avez dit, vous assumez d'avoir l'air international. Même le président le dit dans son discours, on n'a pas tout diffusé, il a dit à certaines grandes personnalités internationales qui ont plaidé pour sa cause. Ce n'est pas mauvais. Je ne sais pas pourquoi vous êtes gêné par ce fait. Le fait que... Voilà, vous soyez non, on veut juste comprendre. Parce que si vous êtes gêné, c'est qu'il y a un anguille sur roche. Voilà. Pourquoi vous gênez d'avoir des soutiens à l'extérieur? Bonsoir à tous. Tidiane Thiam a été plébiscité hier à la tête du PDCI-RDA à la suite d'un congrès extraordinaire. Quels sont les grands enseignements de ce congrès? Comment se dessine désormais l'avenir politique de Tidiane Thiam? Pour en parler, je reçois Oguina Sea, membre du bureau politique du PDCI-RDA. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Paul Leroux, président de l'Union des journalistes ivoiriens en France. Bonsoir, président. Bonsoir, Carly. Comment vous allez? Très bien. Et Jean-Yves Doué, notre chroniqueur. Bonsoir, Jean-Yves. Bonsoir, Carly. Messieurs, c'était le seul candidat en lice. Il a remporté avec 99,77% des suffrages. C'est le chiffre exact que je vous donne. Quelle lecture faites-vous de ce résultat? Je me trouvais le membre du bureau politique. Alors, c'est le seul candidat qui a été retenu parce qu'il y avait eu deux candidats qui ne remplissaient pas les conditions basiques, y compris la condition de la caution à payer. Il n'était pas membre du bureau politique, c'est ça ce qu'on lui reprochait? Il n'était pas membre du bureau politique et il n'a pas payé les 30 millions. Et ce que je retiens de ce résultat, c'est que les militants du PDCI ont confirmé qu'ils voulaient Thiam. Ont confirmé que malgré 23 ans d'absence que certains concurrents internes lui reprochent, ils demeurent leur choix et que ce qui s'est passé en 2023 n'est pas le fait d'une émotion liée à son retour dans l'environnement politique ivoirien, mais c'est un choix bien mûri, réfléchi et un choix dans lequel ils sont obligés de se battre, de donner tout ce qu'ils ont, tout ce qu'il y a à donner pour pouvoir permettre au président Tidiane Thiam de prendre les rênes de ce pays et de le ramener sur la voie qu'il n'aurait jamais dû quitter. Jean-Paul Leroux. Oui, comme il le dit, il a été plébiscité par les militants du PDCI. C'est une marque et cela montre la détermination des militants du PDCI à avoir Thiam comme leur président et plus encore comme leur candidat à l'élection présidentielle du 27 octobre 2025. Mais ce qui est plus intéressant à remarquer, c'est que les différentes, je dirais, pressions judiciaires, cet acharnement judiciaire sur sa personne n'a pas démobilisé ces troupes, bien au contraire. Ça les a, je dirais, ravigoté. Le vert PDCI a pris des couleurs. C'est à croire qu'aujourd'hui, les déboires judiciaires de Thiam ont permis de remobiliser les troupes du PDCI. Et je pense que les prochains jours à venir, on annonce son arrivée, une rencontre avec l'Union européenne, après avec le Sénat, tout ça. Je pense que Thiam est dans une dynamique et dans un élan qui va certainement redonner du souffle au PDCI et certainement les jours à venir seront très intéressants. Jean-Yves Doué. Ok, en fait, moi, je fais une autre lecture de ce résultat, de ce score soviétique là. C'est vraiment intéressant de voir que les militants sont mobilisés. Il y a toute cette, comment on appelle ça, il y a toute cette vague de solidarité derrière le président Thiam. Mais il faut aussi noter en fait la célérité avec laquelle le processus a été fait. 72 heures. Voilà. On a le président Thiam, moi j'ai surtout félicité sa démarche. En fait, ça s'inscrivait plus dans le faire la politique autrement. C'est-à-dire, on voit que la justice ivoirienne qui, selon certains observateurs, est en fait, je dirais, est biaisée. Donc, face à ce piège qu'il voyait venir là, il a essayé d'éviter
comment on appelle ça, la mise sous tutelle. Voilà, la mise sous tutelle du parti. Donc ça, c'était vraiment, en fait, ça a été vraiment un grand coup. Et derrière, en fait, on a le président intérimaire qui, par la suite, le nomme délégué. En fait, moi, c'est surtout ça que j'ai pas compris. Et après, en fait, on a les 72 heures, le dépôt de candidature se fait le lendemain. Est-ce qu'on donne, en fait, est-ce que le PDCI a donné, en fait, a ouvert, je veux dire, le jeu, a véritablement ouvert le jeu démocratique pour permettre à tous ceux qui veulent vraiment être candidats de se préparer à vraiment être à la tête de ce parti-là? Donc, concernant votre question portant sur la célérité et l'inclusivité de l'élection, l'élection était inclusive. La preuve, un certain Bakary, qui peut-être précédemment ne s'était pas présenté, donc il n'avait pas préparé de dossier, avec le temps de constituer des dossiers et de se présenter. En 72 heures? En 72 heures, oui. Parce que, oui, en 72 heures. Ensuite, la deuxième chose, c'est que, en fait, aucun concurrent interne n'a protesté sur le fait qu'il n'aurait pas suffisamment de temps pour pouvoir déposer des dossiers. Nous sommes un parti, hein, nous sommes comme une famille. Si vous estimez que, écoutez, les conditions qui étaient fixées ne nous conviennent pas et que le délai sont courts, vous mettez le sujet sur la table et on en parle. Personne n'en a parlé. Mais si, il y a eu une association des députés, des militants de la région du Béquet qui a écrit au préfet de cette région pour demander que le congrès extraordinaire éclaté n'ait pas lieu. Oui, d'accord. Vous avez vu le document des militants? Ils ont mis, la seule ampliation qui avait été faite était au préfet. Vous avez des griefs contre une institution à laquelle vous appartenez, à laquelle vous êtes censé exposer vos griefs. Vous n'exposez même pas ces griefs à l'institution, vous l'adressez à un préfet qui, je me demande même si la loi lui donne le pouvoir d'intervenir puisqu'il n'est pas la justice, le représentant du chef de l'État. Donc vous adressez au chef de l'État pour trancher quelque chose qui est censé être quelque chose interne via une organisation morale qui est indépendante et qui doit être même indépendante du pouvoir exécutif. Donc ça, c'était la mascarade. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur les personnes même qui ont constitué ces listes et qui se sont appropriées sans que rien ne les autorise, l'entête, le papier en tête. Donc ça, c'était pas quelque chose de sérieux et je pense que ça n'a mis personne à l'intérieur du PDCI. Ok, en fait, moi, j'aimerais revenir sur, comment on appelle ça, sur les documents demandés lors du congrès. Oui, lors du congrès. Oui. On a vu que le comité électoral, en fait, avait demandé à ce que, en fait, c'est-à-dire les documents exigés ne soient pas, en fait, ils avaient, en fait, pris une décision qui était, je crois, sur soit à la validité, voilà, des documents exigés. Est-ce que cette décision-là n'est pas en fait taillée sur mesure, elle n'est pas taillée pour en fait accepter, je veux dire, de valider une candidature qui pourrait s'apparenter à une candidature non valide, par exemple? Tout ce qui n'est pas restrictif ne peut pas être taillé. Et quelque chose qui lève les conditions pour tout le monde, on peut dire, bon, ok, cette décision, elle ouvre les vannes pour tout le monde, mais on ne peut pas dire qu'elle est taillée pour quelqu'un du moment où elle lève toutes les conditions. Quand on lève récolter 30 millions, 72 heures. Oui, 30 millions, là, ça fait partie, vous savez, les partis, bon, certes, le président Gbagbo a offert cette avancée démocratique de faire financer les partis, mais aujourd'hui, c'est à la tête du client que les fonds sont versés et selon les bons vouloirs du pouvoir exécutif. Les 30 millions, toutes les occasions sont bonnes pour le parti pour renflouer ses caisses. Donc ça, on ne peut pas quand même vouloir prétendre à la tête d'une institution. Je vous rappelle que le PDCI, c'est quand même le plus vieux parti d'Afrique après l'ANC, 70 ans d'existence, qui a supporté tous les chocs, c'est-à-dire de la mort de son fondateur, qui a entraîné le schisme, qui a engendré le RDR, jusqu'au coup d'État, qui a entraîné la perte de pouvoir et une opposition de 25 ans, jusqu'à l'exil de son président, le président Bédié, avec tous les débauchages que cela a constitué à l'époque, nos cadres comme Valérie Boni, Claderi, Ouattara Nyonzié, Fologo, tout ça qui avait été débauché par le président Gbagbo, le président Gueye d'abord, les Bala Keïta, ensuite le président Gbagbo, et ensuite
et la rupture de l'alliance avec le RHDP qui a entraîné le débauchage de nos cadres et tout ça. Donc c'est vraiment, le PDCI, c'est une institution sérieuse quand même. C'est le parti, je dirais même le seul qui a atteint le stade d'institution dans ce pays parce qu'il a vécu, et il a survécu à au moins 2 générations et à ses fondateurs. Donc on ne peut pas prétendre diriger une institution d'une telle envergure et puis quand même ne pas être prêt à de temps en temps lâcher 30 millions pour... En 72 heures. Moi je sais, c'est pour récolter les sous. Non, les sous, on ne demande pas de transporter un sac d'argent. Ah, ça se passe comment? Ça tombe bien, dites-nous. Vous pouvez déposer le chèque, on prend toutes les garanties, les dispositions, avec votre bon vouloir de vérifier que le chèque il peut avoir des provisions. Je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais je ne pense pas qu'on demande à quelqu'un d'aller faire un retrait de 30 millions pour les déposer. Président. Justement, après cette élection, à laquelle d'ailleurs ce congrès extraordinaire électif, ce congrès auquel n'a pas pris part physiquement Tidiane Thiam à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il est ici en Europe, on l'annonce bientôt, on l'annonce à l'Union européenne, après au Sénat. Sénat américain. Ouais. Sénat américain, c'est quoi? Pendant que ces militants sont en train de se battre sur le terrain à Abidjan, Tidiane Thiam est dans les palais présidentiels occidentaux. Est-ce qu'il n'est pas en train de se construire ou se coudre un costume de candidat de l'étranger? Je pense qu'avec Tidiane Thiam, la notion de candidat de l'étranger ne fera pas long feu, elle ne va pas résister en fait même à l'imaginaire populaire, parce que ça a été l'angle d'attaque de ses concurrents internes. Il a fait 23 ans à l'étranger, il ne connaît pas le pays, ça n'a pas empêché qu'il soit plébiscité et qu'il le rempile. Donc ça, c'est pas ça. Mais ce que je voulais dire sur son absence du pays, en fait, on ne va pas en vouloir aux observateurs nationaux parce que souvent notre façon de percevoir les choses, ce que nous estimons être la meilleure méthode, résulte de ce que nous avons vu par le passé. Donc, par le passé, on a connu l'opposition avec Laurent Gbagbo qui a parcouru tous les 10 000 villages de Côte d'Ivoire, qui, parti d'enseignants de lycée d'abord avant d'être enseignant de l'université, a créé ce lien avec les populations et donc dont la lutte politique a été basée sur la puissance du peuple. C'est-à-dire, je marche et je fais sauter les verrous face à moi grâce à un appui populaire. C'est une méthode qui a fait son chemin, qui a marché à un certain moment. Mais il faut reconnaître qu'avec face au pouvoir RHDP, il y a d'autres méthodes qu'il faut exploiter. Parce que nous, on était au cœur de la désobéissance civile en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la désobéissance civile? C'est que les gens ont trouvé une idée qui est à la fois diabolique et brillante. C'est que la force publique n'intervenait pas face aux manifestants. En revanche, la force publique accompagnait des miliciens qui étaient armés, les gens du Baka Vert, qui tuaient toute manifestation dans les différents quartiers. Donc, pour ne pas vous interrompre, on a reçu Dr Diaby ici hier qui nous a... Du RHDP. Oui, du RHDP qui nous a dit comme ça que lors de ce CNT, en fait, le CNT avait quelque part une branche armée ici. Oui. Voilà. Donc, que dites-vous de ça en fait? Au-delà de l'insurrection populaire, il se préparait plutôt une insurrection militaire. Ouais. Est-ce que vous avez envisagé... Selon lui, si le CNT avait une branche armée, pourquoi il n'y a jamais un seul coup de feu de cette branche armée? Il a confirmé qu'il y a le gars du corps du ministre, je crois, Sidik... Oui, c'est malheureux pour ce père de famille, mais quand même, pour une branche armée, tu es une seule personne dans une république alors qu'elle veut conquérir le pouvoir, c'est quand même... Bon, je ne méprise pas la vie d'un être humain, mais s'il y a une branche armée, vraiment, elle ferait beaucoup plus de dégâts. Donc je pense qu'il faut être sérieux. S'il y avait une branche armée, la police n'escorterait pas les gens du Baka Vert. C'est la police elle-même et l'armée qui interviendraient pour mater cette branche armée-là. Donc il faut que les gens sortent. Ils ont inventé une méthode diabolique qui consistait à mettre des miliciens à l'avant pour se laver les mains devant l'opinion internationale et dire, ben, nous, même la police n'intervient pas, alors qu'ils ont mis des miliciens qui sont bien protégés, qui faisaient ces trucs. Et donc face à ces méthodes-là, c'est des méthodes telles que le président Gbagbo ont lutté par le passé, même face à des militaires comme les troupes de Bokayabi en 2020 où le peuple est venu prendre le pouvoir. C'est des méthodes qui ont fait leur temps. Mais à un moment donné, face à l'adversaire qui a aussi acquis l'expérience de ces méthodes passées, il faut adopter certaines méthodes. Et donc, ce que le président Thiam est en train de faire, c'est d'aller chercher des soutiens sérieux de ces nouvelles méthodes. Non, mais j'en viens. Parce que il ne se base pas que sur les Le parti continue de faire des manifestations éclatées dans toutes les régions du pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut voir aussi... manifestation éclatée, attention, est-ce qu'il y a vraiment la mobilisation? Non.
dans un premier temps, c'est déjà de faire commencer à faire le mot d'ordre de vraiment des manifestations de la prochaine marche, comme on appelle, qui sera beaucoup plus mobilisatrice, c'est celle du 31 mai qui est prévue par les partis d'opposition. Donc ce qu'on a demandé actuellement, nous avons mis en branle. Mais est-ce que le PDCI arrive à mobiliser aujourd'hui? C'est ça la vraie question. Le PDCI mobilise, mais le PDCI, bon, enfin, je ne sais pas, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Oui, c'est que vous avez défini une méthode d'affronter un pouvoir en place qui est qu'il faut mobiliser dans la rue. Le président Thiam veut arriver au pouvoir sans faire couler une goutte de sang ivoirien. Là, par exemple, et il le dit tout le temps, quand on l'écoute, il dit, les faits qui arrivent, nous ne les contrôlons pas, mais la façon de réagir à ces faits nous appartient, c'est nous qui contrôlons notre façon de réagir. Et il a dit même très récemment, c'est que quand, à un moment donné, quand une méthode ne marche pas, il faut essayer d'explorer d'autres méthodes. Et vous savez quoi? Le président Tidjane, quand il quittait Abidjan, il était convenu qu'en 1987, il a perdu sa nationalité. C'est ce que les pseudo-juristes du RDR, qui a pour nom commercial le RHDP, disaient. Mais quand il était à Paris... La juge aussi le dit. Voilà. Oui, la juge le dit, c'est la même vague. Elle est RDR aussi. Oui, c'est des militants, Donc, il le disait, quand il est venu à Paris, il n'a fait aucune déclaration supplémentaire, les mêmes qui disaient qu'ils n'étaient pas ivoiriens se sont levés un matin, conférence de presse ici, le ministre qui sort... Donc pour vous, c'est dû au fait que ce sont ces soutiens à l'extérieur qui mettent la pression sur le pouvoir à Abidjan. Non, ce n'est pas ces soutiens à l'extérieur. Et c'est dans cette logique qu'il se met. Non, ce n'est pas ces soutiens à l'extérieur. Mais c'est ce qu'il est en train de faire en fait, en réalité. Mais j'explique ce qui se passe. Le pouvoir RDR avait deux leviers qui faisaient un avantage concurrentiel qui faisait qu'il damait le pion à l'opposition classique ivoirienne telle que connue. De 2011 jusqu'à 2020, ils avaient le plébiscite de la communauté internationale. Ils ont emprisonné des gens sans jugement pendant 15 ans. De 2011 à 2020, en collaboration avec le PDCRDA, dans le cadre du RHGP. Ça fait partie, ça arrive. Même donc vous le président Bédier qui l'a dit au soir de sa vie. Le président Bédier lui-même au soir de sa vie a dit après coup, je regrette. Donc je ne vais pas venir ici faire le royaliste que le roi. Donc c'est une période regrettable. Mais ce que je voulais dire, pour revenir à mon propos sur le RDS, c'est que l'avantage concurrentiel qu'ils avaient sur leur opposition locale, c'est qu'ils pouvaient commettre tout ce qu'il y a de malveillant sur le territoire national, mais ça arrangeait avec leurs ramifications internationales, fait que ça ne reste qu'au pays. Par exemple, le président, je me souviens, le président Ouattara à l'époque est venu sur TF1 où il a dit non, il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Et c'était vraiment l'ancienne qui était chantée, la rengaine qui répétait à l'international. Aujourd'hui, leur difficulté, c'est qu'ils sont tombés sur quelqu'un qui est capable de frapper là où, sur leur avantage concurrentiel. Et donc, c'est cet avantage concurrentiel qu'il a ciblé pendant qu'il nous a donné instruction sur le terrain. On va l'écouter. Il s'est exprimé face aux militants, c'était hier, depuis Paris. On va l'écouter, je vous laisse réagir. La Côte d'Ivoire sans le PDCI n'existe pas. C'est pas compliqué. Et donc, ceux qui imaginent un PDCI réduit, un PDCI laminé, eh bien, ils se trompent. Et on va leur montrer qu'ils se trompent. Donc, vraiment, merci à tous. J'étais en train de citer tous ceux qui ont contribué à ce succès. On aurait dit que le PDCI pouvait en 72 heures organiser un congrès extraordinaire éclaté de façon remarquable. Je pense que il y aurait eu un certain scepticisme. Mais tout ça, ça montre la capacité du PDCI. Pour moi, à chaque fois qu'on relève un de ces défis, on montre aux Ivoiriens qu'on peut gouverner la Côte d'Ivoire autrement et qu'on va la gouverner avec compétence. Nous, quand on se lance un défi, on le relève. Voilà. Si vous regardez le président Houphouët-Boigny, le nombre de combats qu'il a menés où tout le monde était sceptique, et il l'a emporté. Parce qu'il savait motiver, il savait inspirer la cohésion, l'union, la discipline, le travail. Il nous a laissé ces mots, c'est pas un secret, union, discipline, travail. Donc on connaît la recette et c'est le PDCI qui possède le mieux cette recette-là, qui est le seul à savoir faire ce plat-là pour la Côte d'Ivoire. Donc maintenant que je suis réélu, vous savez que la bataille n'est pas finie. Bon, nous on s'est préparé à une bataille des idées, programme contre programme. Il y a plus de 404 PDCI qui ont travaillé sur notre programme avec notre frère Akossi Banjo. Nous avons beaucoup d'idées. J'en parle quand je fais des discours. Malheureusement, certains ont décidé de transformer une campagne
électorale qui devrait permettre aux citoyens de s'informer sur ce que les uns et les autres ont à proposer, en des rendez-vous réguliers au tribunal. Bon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, on s'adapte parce qu'on garde l'œil fixé sur l'objectif, qui est une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, une véritable alternance qui amène tous ceux qui sont dans cette salle-là au pouvoir pour gouverner autrement. L'Afrique nous regarde. L'Afrique nous regarde. Ça, vraiment, je peux en témoigner. L'Afrique nous regarde. Euh, on ne peut pas échouer dans le combat qu'on mène. Alors, nous sommes victimes d'injustice. Il nous reste une grosse bataille à mener pour que je puisse être candidat à l'élection présidentielle, puisque vous m'avez désigné comme le candidat du parti. Que je puisse être inscrit sur la liste électorale et que, enfin, les Ivoiriens puissent décider librement de qui ils souhaitent avoir comme président pour les 5 prochaines années. Donc, ce combat-là, je vous invite à le mener avec moi. Nous sommes déterminés. Il n'y a pas d'autre solution. Nous devons y arriver. Nous allons continuer. Président. Oui, tout à fait, comme je le disais tout à l'heure, ça m'a toujours, ça fait 2-3 fois qu'il insiste sur la question de sa détermination et celle de ses militants à aller à cette question de l'élection pour être candidat, même si pour l'instant un juge a demandé sa radiation de la liste électorale, on attend pour voir, mais je pense que là, il est en train de marquer encore une fois, après je dirais, son élection, pour ne pas dire réélection, bon, son élection à la tête du PDCI, il vient de marquer sa détermination et celle de ses militants. Bon, moi, ce que je reproche, ce que je trouve encore malheureux, je pense que sa place est à Abidjan, auprès de ses camarades du PDCI, et puis mener la bataille sur le terrain jusqu'au bout. Bon, comme le disait M. Sea, il a choisi une autre stratégie, celle de toucher là où le régime actuel touchait et se couvrait, pour certainement le contrer sur ce terrain-là, c'est-à-dire le terrain de la communauté internationale, ce thème qui a tant fait mal à la Côte d'Ivoire, et puis c'est son choix. On espère que ça ne lui portera pas préjudice, parce que ceux qui vont l'élire, ce ne sera pas seulement les militants du PDCI. Et en tout cas, c'est pas... parce que je poursuis, parce que ce choix-là, il a fait, c'est un choix quand même, je peux dire que c'est un choix humaniste et un choix qui est porté sur la nécessité de préserver des vies ivoiriennes. Parce qu'aujourd'hui, quand le pouvoir RHDP, quand on entend les ministres, les responsables, ils sont dans une certitude, une conviction qu'ils ont soumis le peuple ivoirien. Donc ils se disent que, voilà, celui qui se lève, on va le mater. Ils le disent quoi? Ils le disent ouvertement. Oui, ils le disent. On avait le docteur Diaby ici, là où j'étais assis, qui a dit qu'ils ont pacifié. Ils ont pacifié. Donc ils sont convaincus qu'ils ont soumis. Sauf qu'ils ont un paramètre. Certes, on arrivera sur le terrain, mais le paramètre, parce que dans un monde aujourd'hui ouvert, tu peux avoir toute la force que tu veux, mais tu ne peux pas massacrer 1000 personnes sans que des gens, des leaders à travers le monde prennent position sur le sujet. Et jusqu'ici, ce qui a marché avec eux face à une opposition à l'époque qui n'avait pas de ramifications à l'international, c'est qu'ils pouvaient se permettre ça. On pouvait jouer du football avec la tête de Toussaint et puis ça n'irait nulle part. Et donc c'est ça qu'on commence d'abord. Nous commençons à démanteler avant d'arriver sur le terrain. Et le terrain, il est prévu pour dans pas loin, pour mai. En tout cas, sur le terrain, déjà, Valérie Yapo ne lâche pas la pression. Et Jean-Paul Leroux, dans une interview qu'elle accorde à votre quotidienne L'Intelligence d'Abidjan, elle accuse le PDCI de ruser avec la justice. Je pense qu'on peut voir la une de cette... non, c'est pas lui. Non. La une de L'Intelligence d'Abidjan. Qu'est-ce que vous répondez à Mme Valérie Yapo le temps que ça apparaisse à l'écran? Le sujet de cette dame que je respecte parce qu'elle a été quand même une très bonne militante. Elle est ou bien elle a été? Elle est toujours du PDCI derrière, non? Oui, elle est... Ouais. Le procès a été... C'est toute la phrase qu'il veut prendre. Elle est très bonne militante qu'elle a été. Peut-être qu'elle est militante aujourd'hui, mais elle n'est pas une très bonne militante. C'est quoi les critères pour être une bonne militante alors? Un bon militant ne porte pas le glaive à son parti. Dans ce contexte où on est dans une bataille féroce... C'est la liberté d'expression. Voilà. Non, c'est pas je dis porter le glaive à son parti parce que là, ce qu'elle fait,
Elle porte plainte initialement parce qu'on l'aurait exclu des instances. Dans la foulée, on la ramène. Donc, le jugement devait être sans objet. Elle rebondit sur autre chose pour dire non, mais c'est sans objet. Mais en fait, le gars, il a été élu dans des conditions où il n'était pas ivoirien. OK, le monsieur démissionne, il se fait réélire. Elle veut rebondir sur autre chose. Et là, aujourd'hui, je vois son avocat qui demande qu'on lui donne 5 francs, 1 franc symbolique pour son honneur. Alors que dans l'affaire qui est en justice, normalement, ce n'est pas la personne, sa personne qui est engagée. C'est elle qui a porté plainte contre le PDCI, même pas contre le président Thiam, contre le PDCI pour avoir rusé avec ses textes et autres. Donc je ne vois pas à quel moment son honneur a été atteint par qui, puisqu'elle n'a pas porté plainte pour ça, pour atteinte à son honneur ou son honorabilité. Et donc je vois qu'on n'est pas dans on est dans un jeu qui n'est pas sérieux et qui est un jeu qui a été sciemment planifié par certaines officines pour pouvoir nous détourner du débat de qu'est-ce qu'ils ont fait de 42 000 milliards de dettes. 42 000 milliards de dettes. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nos étudiants? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nos femmes qui continuent de mourir à l'accouchement? Pour ça, je suis entièrement d'avis avec vous. C'est-à-dire qu'on doit quand même faire le bilan de tout ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler du RHDP. Aujourd'hui, on va parler du PDCI. Moi, c'est-à-dire, j'ai un peu de mal lorsque vous parlez de Mme Valérie Yapo. C'est vrai que elle n'a pas, c'est-à-dire par moment, elle a posé des actes qui moi-même m'ont interrogé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, est-ce qu'elle n'est pas en mission et tout? Mais est-ce que, pour autant, on va dire aussi que le PDCI branche Thiam est aussi sain? Est-ce qu'il n'a pas failli quelque part? Est-ce que les questions ou du moins les alertes données par Valérie Yapo n'étaient pas justifiées? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à tout mettre sur elle. Mais à un moment donné aussi, il faudrait aussi faire une rétrospective pour se poser aussi les bonnes questions. Est-ce qu'on a bien fait? Parce que ce que Mme Valérie Yapo a dit, c'est-à-dire sont des trucs qui ont été après utilisés par la justice pour pouvoir exclure le président Thiam de la liste. Donc, est-ce que quelque part, ça n'a pas été quelque part, c'est-à-dire, elle n'a pas été avant-gardiste? Je ne dirais pas ça parce que les conditions dans lesquelles le président Tidjane Thiam a été exclu dans la liste, on ne va pas dire que c'est une justice c'est vraiment la justice qui a été, le droit qui a été lu. Parce que tantôt les mêmes qui l'ont exclu disent par un miracle et un parallélisme dont l'une des branches est invisible, disent que comme il a perdu la nationalité, et quand il avait acquis une nouvelle nationalité, dès qu'il s'en libère, il retrouve automatiquement la nationalité ivoirienne sans pour autant aller, le parallélisme devait aller jusqu'à la réintégration de la liste, puisqu'il a perdu. Quand il a perdu la nationalité, ça entraînait automatiquement, sans qu'il y ait une action extérieure ni de justice à son retrait de la liste. Quand il a renoncé à la nationalité, que automatiquement il est redevenu ivoirien, le même parallélisme dont il se prévale devait pouvoir aller aussi à sa réintégration de la liste. Donc on est dans des manœuvres politiques, Je pense que... Et ce que je veux dire, c'est que quand vous remarquez dans mon propos, je ne m'attaque pas à Mme Valérie Yapo spécialement, parce que les enjeux sont sérieux pour qu'on s'attarde sur une personne qui va défiler sur des plateaux ivoiriens pour dire je. Aujourd'hui, nous sommes en train de débattre de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de la Côte d'Ivoire, de qu'est-ce que nous allons faire de tout ce pétrole qu'on découvre au large de la Côte d'Ivoire, de l'or qu'on découvre n'importe où en Côte d'Ivoire, quelle est la part de cette ressource-là qu'on va allouer aux générations futures? Pour le moment, c'est de ça qu'on la réelle débattre, politique en fait. veut qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui. Et M. Thiam, de un, il sera inéligible à ce stade si on a ordonné sa radiation. Et elle maintient qu'elle poursuit, sa bataille judiciaire. Donc là, il faut... Normalement, sa bataille judiciaire avec sa démission devait être sans objet. Mais attention à le délibéré qui est attendu le jeudi prochain. Oui, c'est pour ça que je dis attendre le délibéré de cette justice-là. C'est cette bataille qu'on est en train de mener. C'est une épine dans le pied aujourd'hui. Regardez tous ceux qui ont été exclus. Qui a été exclu au regard du droit lu correctement? Moi, je suis sûr et certain d'une chose. Non, je suis sûr et certain d'une chose. M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, leur exclusion relève d'une manœuvre politique. Et donc, pourquoi dans le cas de Thiam, les gens se seraient assagis subitement? Je pense qu'il y a un peu, en fait, c'est un peu technique. Techniquement, on peut justifier cette exclusion-là, même si elle est un peu tirée par les cheveux. Je suis d'accord. Mais ça pousse beaucoup mais de coups quelque part, non, moi, justement, je pense que c'est ce que Valérie Yapo a... En fait, elle... étant dans l'environnement politique ivoirien, elle connaît un peu les manœuvres de ce pouvoir-là. Elle essaie d'alerter. Mais elle n'est pas la seule. Et je pense que M. Bion aussi... Ça s'est pas fait. Là, actuellement, qu'est-ce qu'elle demande concrètement? Bon, M. Thiam a été élu. Elle dit quand il a été élu, au moment où on l'élisait, il n'était pas ivoirien. Il a démissionné. Il s'est représenté. On l'a encore élu. Les conditions. Et cette fois-ci, Bion avait ses 10 ans de bureau politique. Parce que c'est ça qui... À l'époque,
Bion et le ministre Thierry Tano étaient les premiers à communiquer pour dire nous n'avons pas de bureau politique, donc 10 ans de bureau politique, ne nous présentons pas. Cette fois-ci, tout le monde avait ce bureau politique et personne n'a manifesté. Bion a toujours dit que lui n'est pas intéressé par la présidence du parti. Lui, c'est la présidence, c'est le candidat du PDCI. Il n'a jamais été intéressé par la présidence du parti. Donc, cette candidature de Bion, je ne pense pas qu'elle soit... S'il n'était pas intéressé par la candidature, il aurait dit je ne suis pas intéressé, plutôt que de dire je ne déposais pas ma candidature parce que je n'ai pas mes 10 ans. Maintenant, il a ses 10 ans. Donc, rien n'est justifié au regard de ses propos précédents qui ne se présentent pas. Les gens ne se présentent pas parce que c'est clair. Ils savent ce qui va se passer. Thiam aurait eu 99,78% s'il s'était présenté. Donc, pourquoi ne pas prendre le temps aussi de bien organiser les choses? Moi, en fait, c'est ça mon problème. Non, parce qu'on avait une fenêtre stratégique. Non, c'est ça. J'en venais justement. C'est ça mon problème. On avait une fenêtre stratégique. Pour le aide, on était à 2 jours. C'est quoi la stratégie, voilà? On était à 2 jours de l'heure délibérée. Oui. Et vous savez que nous sommes en Côte d'Ivoire, on est anti-ivoirien quand même, nous sommes à des divergences. On avait eu les informations sur là où il voulait arriver, en fait, sur le prétexte fallacieux qu'il avait été élu quand il n'était pas ivoirien. Et donc, le président a démissionné. Les textes du PDCI, automatiquement, et ça, c'est un mensonge qui est raconté sur les plateaux pour dire que le président a nommé le doyen des AI. Non, ce n'est pas le président qui l'a nommé. Les textes disent dès que le poste du président est vacant, c'est le doyen d'AI, le vice-président qui prend les rênes du parti. Il a pris les rênes du parti. Il a nommé Thiam. Ça, c'était une question que vous avez posée en premier que j'avais oublié. Il a nommé président délégué. Pourquoi? Parce que dès que Thiam a démissionné, vous avez vu tous les sous-traitants du RIDP faire des postes pour dire « Ah, le monsieur, il a fui, on vous avait dit ». Donc, ne pas figurer dans l'organigramme là aurait été un coup fatal porté dans l'immédiat là, qui allait porter aux attentes des militants et de tout. Donc, on s'est dit, bon, de toutes les façons, ça ne prend aucun risque, alors on le place là. Sinon, en président délégué en 2 jours, en 72 heures, qu'est-ce qu'il avait à faire de ce poste? Donc, vu la popularité de Thiam, pourquoi ne pas prendre le temps d'organiser des élections transparentes, un congrès non, il y avait le risque du délibéré qui était prévu pour maintenant, qui a été reporté. Du coup, ça donne un peu raison à ceux qui étaient en justice. Non, parce que le président a toujours réaffirmé que les statuts, et là on est tous d'accord avec vous, les statuts du PDCRDA n'obligent pas qu'on soit exclusivement ivoirien pour être président du parti. Oui, ça c'est clair. Donc, de quoi il se repose? Non, mais parce qu'on savait la justice. N'oubliez pas que c'est la justice qui prononce la décision. Et la justice, c'est une justice RDR. C'est ce que nous, on essaie de vous faire comprendre. De la même façon que cette même justice, elle s'est basée sur des arguments fallacieux pour exclure le président Gbagbo, pour exclure le ministre Blé Goudé. C'est comme ça qu'elle était sur le point d'exclure le président Thiam. Et nous avons eu les informations. Et on a eu une manœuvre brillante qui consistait à laisser... Non, on ne vous dira pas. Sinon, ce sera la prochaine fois. Justement, moi, je serais d'accord. Je suis d'accord avec CA, M. CA, quand il dit que c'était une stratégie, on l'a dit sur ce plateau, c'est une stratégie pour éviter ce qui était prévu aujourd'hui, mais qui a été remis dans une semaine. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que cette obsession de la justice pour Thiam, parce que j'ai l'impression que la justice ivoirienne est obsédée par le cas Tidjane Thiam, est-ce que, in fine, ça fait du bien à la santé, à la popularité de Thiam? Vous en profitez visiblement. Bon, je ne vais pas le dire comme ça. On va voir le sourire déjà. Je ne vais pas contre moi, mais c'est ça. En fait, le peuple, en fait, les gens sous-estiment l'intelligence du peuple. Le peuple est juste au fond. Les gens prient individuellement. Quand on s'acharne contre quelqu'un, à un moment donné, les gens ont une certaine empathie pour lui. Le président Ouattara, c'est pas pourquoi il fait cette erreur-là, parce que lui-même, il a été bénéficiaire. Normalement, son électorat, dans l'absolu, c'est 22%. Mais les acharnements ont fait que ça lui a donné une certaine popularité où des gens qui n'étaient pas de son... c'est 22%. Vous vous basez sur quoi pour dire ça? Non, avant l'élection, déjà en 2020, au premier tour de 2010, il avait eu 32%. D'accord. Mais avant cela... je crois, il y avait pas mal de sondages qui étaient sortis à l'époque. Ce que je dis, ce n'est pas scientifique non plus. Hein. Non, c'est ça, on est sur le plateau de télé. Ah oui, non, mais en politique, il n'y a rien de scientifique, sinon on dirait les mathématiques, en fait. Parce qu'on est en politique, là il y a beaucoup de subjectivité, donc on n'est pas non plus... Maintenant, tout à l'heure, vous avez parlé, en fait, d'après vous, de cette erreur de la part du gouvernement Ouattara de s'acharner judiciairement sur Tidjane Thiam. Oui. C'est en fait ça cela que moi aussi, je voulais en venir. Est-ce que cet acharnement-là, pour moi, elle n'est pas en fait, c'est-à-dire pilotée, c'est-à-dire est-ce que ce n'est pas fait exprès
pour en fait donner aussi cette popularité. Parce qu'on pourrait aussi vous reprocher, on reproche quelque part, voilà, quand Thiam de sa copiner aussi avec le RHDP quelque part. Se flageller pour paraître. Non. En fait, ce que vous devez comprendre de cet acharnement, c'est que l'acharnement, la popularité... Moi, je dis ce que les Ivoiriens pensent. C'est vrai qu'on entend un peu de partout. Il y a des gens quand même qui sont dans cette... Non, mais ce que je veux dire, c'est que la popularité telle que vous l'interprétez, elle est un lot de consolation pour le PDCI. Parce qu'imaginez si cet acharnement ne créait pas de popularité pour le président en compensation. Ça veut dire que tout ce temps qu'on est en train de faire là, on l'empêche d'aller sur le terrain, de parler aux Ivoiriens, de parcourir les villages de Côte d'Ivoire pour dérouler son projet, ce qui va changer dans la vie des Ivoiriens, pour dérouler tout ça. On l'empêche de faire tout ça. Si, en contrepartie, le peuple, voyant la personne martyrisée, commence à avoir de la sympathie pour lui, on ne va pas s'en plaindre. Donc c'est un lot de... Nous ne sommes pas les auteurs, mais c'est quand même un lot de consolation. En tout cas, il maintient qu'il sera candidat à la présidentielle. Qu'est-ce que vous faites encore espérer quand vous avez dit que vous avez en face de vous un régime qui ne blague pas? Qu'est-ce que vous faites espérer? Parce qu'il ne blague pas, parce qu'il pense que tout se résume à la force. En fait, les gens oublient qu'on est entre compatriotes, en fait. C'est ce qu'on est en train de faire là. C'est vrai qu'on a nos divergences, c'est vrai que pour chacun, quand il a le pouvoir, ça change son quotidien, mais nous sommes dans une nation et nous devons construire une nation pour nos enfants qui sont obligés de vivre ensemble parce qu'ils appartiennent au même pays et qui, en plus de leurs divergences internes-là, qui auront des défis à affronter vis-à-vis de d'autres nations, dans le concert des nations. Donc, les gens, ils pensent que tout se résume à la force. C'est pour ça qu'ils sont convaincus. Mais vous, et là, avec sa méthode aujourd'hui, que vous allez participer, entre que le président Tidiane Thiam sera le candidat du PDCRDA. Parce que nous sommes déterminés à mener. Voilà pourquoi il est en train de faire le tour du monde. Et comme il a dit... Et donc, il aurait une pression... Pardon, excusez-moi. Acceptez aussi qu'on dise que Tidiane Thiam aussi est quand même... En fait, vous comptez sur la communauté internationale. Non. Si. Pas dit qu'on compte sur la communauté internationale. Ne méprisez pas tous nos militants qui parcourent les villages de Côte d'Ivoire en train de sensibiliser alors sur notre c'est le parcours des... Non, mais vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait une démonstration dans laquelle vous avez dit pour éviter que le sang des militants ne verse, pour éviter qu'il y ait des morts, vous préférez faire le tour du monde. Je vais vous expliquer le PDCI. Dans le PDCI, laissez-moi finir. Il y a plusieurs institutions. Le président dans le PDCI, il y a l'institution PDCI, mais le président dans les organes, le président est une institution. Je comprends pas. Il y a le bureau politique, il y a les secrétaires de section. Cette institution-là, on l'a mise en mission pour aller taper sur le point faible de nos adversaires. Pendant ce temps, le parti et toutes les autres institutions du parti continuent d'occuper l'espace. Aujourd'hui, ils ont bouclé le plateau, le quartier des affaires d'Abidjan. Ah, comme à chaque parce qu'il y a des militants qui sortent. Et ces militants ne sortent pas comme ça. C'est parce qu'il y a d'autres organes du parti qui disent... Ils sortent en mars? Non, il y a d'autres organes du parti qui disent allez à mission. Donc le parti continue de travailler. Le PDCI, c'est une institution... Le parti continue de travailler. Le PDCI continue de travailler et Tidiane Thiam continue il a une mission pour le parti. Continue son tour du monde des réseaux d'influence pour mettre la pression sur le pouvoir de sorte qu'il puisse réintégrer son nom sur la liste électorale. Mais ce n'est pas le tout de... C'est là que nous disons. Après, il faut assumer. C'est pas grave. Le président Ouattara l'a fait à l'époque. C'est simple. Mais moi, c'est pas pourquoi on ne l'assume pas. Ça fait quoi? Il l'a fait, mais dans notre cas, ils sont dans le même si pouvoir. Le pouvoir qui est en face de nous, c'était le pouvoir de Laurent Gbagbo, où on sait que c'est un pouvoir qui repose sur le peuple, Tidiane Thiam ne serait ni à Paris, ni à Washington, D.C. la semaine prochaine. Il serait sur le terrain parce qu'il sait que c'est là qu'il faut combattre le président Gbagbo. Mais nous avons un pouvoir aujourd'hui qui se base sur ses ramifications, ses officines, qui se base sur ces trucs. Donc là où on estime qu'il a des points forts, on commence là-bas, on démantèle sur le terrain. On va jouer sur le terrain et on va gagner et on aura... C'est ce que vous avez dit, vous assumez d'avoir l'air international. Même le président le dit dans son discours, on n'a pas tout diffusé, il a dit à certaines grandes personnalités internationales qui ont plaidé pour sa cause. Ce n'est pas mauvais. Ça, j'assume. Mais notre différence, c'est que vous dites que nous faisons le tour de nos amis comme si on était des candidats de l'étranger. On dit non, on ne fait pas le tour de nos amis. C'est le fait de faire... Regardez. Les ramifications de l'adversaire. Au Sénégal, Ousmane Sonko, il a demandé l'aide de Jean-Luc Mélenchon ici, de la France Insoumise, qui ont, à chaque question au gouvernement de l'Assemblée nationale, plaidé la cause du Sénégal. Ce n'est pas pour autant qu'il est candidat de l'Occident. Et nous n'avons pas encore fait la preuve.
Il y a eu une question au gouvernement de la part d'Aurélien Taché. Hein. Je ne sais pas si c'était commandé par vous, mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi vous êtes gêné par ce fait. Par le fait que, voilà, vous soyez non, je veux juste comprendre. Parce que si vous vous êtes gêné, c'est qu'il y a un guise sur roche. Voilà. Pourquoi vous gênez d'avoir des soutiens à l'extérieur? Ah non, mais le président Tidjane Thiam, il a forcément des soutiens à l'extérieur. Parce qu'en fait, souvent en Côte d'Ivoire, les gens font beaucoup d'erreurs. Le président Tidjane Thiam, il a géré une banque systémique. Vous savez, les banques, il y a des banques comme toutes les banques, et il y a les banques qu'on appelle systémiques, elles sont autour de 30. C'est des banques sur lesquelles repose le système financier mondial. C'est-à-dire quand le président des États-Unis doit prendre une décision, il ne peut pas la prendre en passant outre l'avis du président, par exemple, de Goldman Sachs, c'est une banque systémique. À l'époque, Crédit Suisse était puissant. Donc, il a géré une banque systémique. Et c'est des gens qui sont, et à l'époque, je crois, en 2015, il était 5e dans les 10 rémunérations les plus élevées du monde. Donc, quelqu'un qui arrive à ce niveau-là, forcément, il a des amitiés qui, le voyant en difficulté, vont essayer de l'appuyer, vous lui demandez... Comme le président Ouattara avec des amis à l'Occident, c'était un très bon ami, c'est un très bon ami du président Sarkozy, on sait ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire en 2010, on ne va pas refaire l'histoire. Donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on est en train de se perdre encore dans ces discussions. Vous avez des soutiens à l'Occident, vous les utilisez pour mettre la pression sur le président, c'est une stratégie. Ça c'est clair pour nous. Maintenant, dans 10 minutes on a bouclé l'émission, moi j'aimerais savoir, est-ce que vous considérez que le PDCI aujourd'hui est un parti uni? Parce que il va parler de branche Thiam. Est-ce qu'il ne va pas avoir cette crise? Ouais. Il ne va pas entraîner une crise profonde au sein du parti? Le PDCI est déjà, commençons par l'aspect macro, le PDCI est une institution. Une institution, c'est une organisation qui peut vivre indépendamment des individus. Les individus peuvent changer. On a eu le président Bédié. Tout le monde prédisait la mort du PDCI au décès du président Bédié. Ça ne s'est pas fait. Donc, c'est une institution qui peut exister au-delà des individus. Dès lors que c'est une institution, ces individus qui sont à l'intérieur, leurs interactions ne sont pas toujours du copinage. Hein. On a des divergences, on a des points d'achoppement. Mais est-ce que ces divergences sont capables de faire basculer l'institution? Et là, je peux vous répondre avec fermeté que ça ne peut pas faire basculer le PDCI. Donc, je ne peux pas dire qu'il est uni, mais c'est une institution solide. Moi, je pense que c'est une institution solide en apparence. Parce que, quand je dis ça, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'observe un mutisme genre de la part du conseil des sages. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a une Valérie Yapo, on a un Jean-Louis Billon, on a un Thierry Tanoban, lui, il est pratiquement muet. On a tous là qui sont quand même en bisbille avec le pouvoir central du PDCI parce qu'on a des tensions quand même. Lorsqu'on a tout cela, et en fait, on a un conseil des sages qui est censé normalement garantir cette unité au sein de l'appareil, qui ne fait pratiquement rien, parce qu'on constate que les divisions sont toujours là. Donc, qu'est-ce qu'ils font? On ne va pas me dire que si le Conseil des sages réunit Valérie Yapo, Jean-Louis Billon, Tidjane Thiam pour leur parler, pour qu'ils soient unis, ils ne vont pas le faire. Non, je précise que le président a rencontré quand même Jean-Louis Billon. Hein. Ah oui, il les a rencontrés tous. Hein. Donc, même Valérie Yapo aussi? Non, attends, Valérie Yapo, hein. Moi je suis membre du bureau politique, elle est membre du bureau politique en fait. Mais c'est pas parce qu'elle passe sur c'est pas parce que les médias du pouvoir l'utilisent comme quelqu'un de très... Elle et moi, on est au même niveau. Non, mais lorsqu'il y a une... Donc arrêtez, le président, c'est le président du parti, qui est une institution à part entière dans le parti. L'humilité possède la gloire, je viens. Le président Tidjane Thiam, en tant que président, vous, parce que ce que je constate, c'est que vous n'acceptez pas le fait que lui se rabaisse au rang de Valérie Yapo pour essayer de discuter. On a vu le président avant d'arriver. Après ce développement-là, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez, c'est vrai, on l'a dit, Tidjane Thiam a déjà rencontré Jean-Louis Billon, mais nous sommes à une étape très importante. Jean-Louis Billon est candidat, quoi qu'on dise, il va aller piocher son électorat dans l'électorat PDCI. Ça, c'est un fait. Il est candidat, il va le faire. On veut que Jean-Louis Billon soit candidat, pourquoi? Jean-Louis Billon, localisez-moi son bastion en Côte d'Ivoire. Son bastion, il est où? C'est ce que je disais. Son électorat il va le prendre dans l'électorat de la Bakoué, c'est ça? Il n'est pas de la Bakoué, il est du handball. Du handball, voilà, du handball, non? Mais qu'il aille piocher les voix. De toute façon, Tidjane Thiam va piocher ses voix où alors? Tidjane Thiam? Oui. Déjà, il pioche ses voix sur toute l'étendue du territoire. Il pioche ses voix sur toutes ces élites éduquées qui comprennent vraiment les enjeux de notre pays, qui voient le risque et là où notre pays est en train de s'orienter. Il pioche ses voix dans la base solide du PDCI, qui est un parti qui est représenté sur toute l'étendue du territoire de manière rurale. Il va piocher ses voix là-bas. Donc, Jean-Louis Billon peut y aller. Est-ce que vous savez qu'une élection
c'est la rencontre entre un homme et un peuple. Et non forcément entre un homme et un parti politique ou une institution, comme vous le dites. Jean-Louis Billon est un acteur déterminant ou important du PDCI-RTA. Il a parcouru la Côte d'Ivoire. Les gens le connaissent, il connaît les Ivoiriens le connaissent. Quand vous parlez de cette façon, vous négligez sa capacité à pouvoir comment on appelle ça, la porter sur sa personne le vote de certains militants ou bien de certains électeurs identifiés PDCI. Ce que je peux dire, c'est que Jean-Louis Billon, c'est une personnalité importante, mais cette personnalité est importante. Elle atteint la quintessence de ses qualités, de son importance, que lorsqu'il est à l'intérieur de l'institution PDCI. En dehors, je ne vois pas Jean-Louis Billon clignoter sur la voie du PDCI pour faire perdre une élection. Je vais compléter. En plus de ça, on sait que Jean-Louis Billon est le premier employeur ivoirien. Quand on connaît la sociologie ivoirienne, c'est-à-dire en termes d'élection, on sait comment les gens votent. Est-ce que vous ne pensez pas que ce statut-là pourra lui permettre de quand même gratter pas mal de voix au sein du PDCI? C'est-à-dire, en dehors de... Je vais vous expliquer. J'ai été cadre ingénieur à la SAPH, qui est une société de Jean-Louis Billon. Oui. La SAPH, on va dire 70 à 80% des employés, c'est les gens qui sont sur les plantations. Ils ne savent même pas qui est Jean-Louis. Ils ne connaissent pas Jean-Louis. Ils connaissent le DCAI, qui est le chef local là. Ils connaissent le truc, mais ils ne savent même pas, ils connaissent même pas tous ceux qui étaient au siège. À part nous qui avons un niveau ingénieur, parce que je suis ingénieur mécanique à la base, à part nous les ingénieurs qui étaient sur les bases vie là, qui connaissent le management, parce que bon, nous on a aspiré un jeune projeté à la direction et tout, ils ne les connaissent même pas. Donc sa popularité dans ses propres structures est équivalente à la popularité dans l'électorat ivoirien. Parce qu'à cette époque-là, parce qu'à cette époque, il n'était pas intéressé par le pouvoir. Au cœur du dispositif du PDCI, il va... Sans le PDCI, Jean-Louis Billon. C'est ça le fait le problème. Sans le PDCI, Jean-Louis Billon, vous ne représentez rien. On a vu Yasmina Yoni. Si elle a perdu. Non, mais attendez, je ne vais pas dénigrer une personnalité qui à tout moment peut revenir dans le parti parce que je pense qu'il se rendra compte que... Il n'est pas encore parti même du PDCI. Sans issue. Il n'est pas encore parti pour que vous disiez qui... Voilà, donc une personnalité qui peut se mettre vraiment au service du président du PDCI et de son président, je ne veux pas la dénigrer, mais on a eu quand même des jalons importants dans les différentes missions qui lui ont été confiées, par exemple en tant que le responsable du Nord, pour voir les électorats, les voix qu'il va nous rapporter, les postes électifs qu'il va nous rapporter. On a déjà eu des paramètres en fait qui nous permettent de juger. Nous ne sommes pas là dans le mépris. Moi, je suis ingénieur, je ne balance pas les paroles juste parce que j'ai envie de dire des choses. C'est parce que j'ai des paramètres qui me permettent d'évaluer pour dire, bon, écoute, si à l'époque on l'a envoyé, il n'a même pas été capable de nous remporter 2 postes de conseiller dans une élection, c'est-à-dire la proportion de nos voix. Donc, c'est pas... Non, actuellement, les enjeux sont sérieux. J'aimerais bien vous dire c'est 99 plus 1 qui font 100. Tout à fait, on est d'accord. C'est pour ça que nous invitons à cette brillante personnalité à retrouver les rangs du PDCI derrière le président Tidjane Thiam. Entre-temps, Tidjane Thiam, il a gagné quelle élection en Côte d'Ivoire? Il a gagné le congrès, président. Il a gagné le congrès. Il a gagné quelle élection? Après 23 ans d'absence, il est arrivé, des gens qui étaient là. Voilà, justement, vous développez un certain nombre de paramètres et vous refusez ces paramètres, ces grilles de lecture-là, de l'appliquer à Tidjane Thiam. Non, je ne refuse rien. Mais justement, Jean-Louis Billon, il a gagné des élections en Côte d'Ivoire. Jean-Louis Billon, il y a des gens qui parlent en son nom en dehors de la structure du parti qui est le PDCI. Donc, quand vous dites que Jean-Louis Billon n'est pas capable, non. C'est de la façon dont vous êtes en train de... Jean-Louis Billon au sein du PDCI. Vous êtes en train de nous dire Jean-Louis Billon au sein du PDCI. Quand il était au PDCI, au sein du PDCI, Jean-Louis Billon, c'est une personnalité qui pèse dans le PDCI. Sans PDCI, il ne pèse rien. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est une institution, c'est le PDCI qui fait les hommes et non les hommes qui font le PDCI. Et entre-temps, voilà pourquoi je vous pose la question. Thiam, là, dans le pays, là, il a fait quoi avec le PDCI? Que vous soyez accroché à lui. Le PDCI a décidé de le faire, puisque c'est le PDCI qui fait les hommes. Donc, pour l'instant, sur la base de vos prévisions, de vos machins, vous disqualifiez un qui, sur le terrain, a déjà remporté des victoires électives et vous préférez faire le choix de quelqu'un d'autre qui, visiblement, n'a encore rien gagné. Même pas, je dirais même, pour être méchant, un poste de chef de village. En tant que RDR. Je n'ai pas compris. À l'époque, Jean-Louis Billon. Oui. Il a été élu en tant que RDR. Quelle élection? RHDP.
Pas RDR. Non, le PDCI avait son candidat. Oui. Quelle élection, ça? L'élection où il a été président du conseil, le PDCI avait son candidat. Donc, il est parti en tant que RDR. Et donc, s'il se présente en tant qu'indépendant, qui ne veut pas suivre le président Tidiane Thiam, je pense que ça va nous permettre... Et puis, il a battu le candidat PDCI. Mais après, puisqu'on est dans le fief où il est, c'est pour ça que je dis dans le fief où il est. Donc le PDC ne pèse pas tant que ça alors. Oui, parce qu'il y a eu quand même la guerre où les gens ont fermé une partie du territoire à d'autres Ivoiriens, il ne faut pas le nier. Pour moi, je pense qu'il serait intéressant pour le PDCI que ces deux personnalités fortes, importantes, Jean-Louis Billon est une personnalité importante en Côte d'Ivoire. Même s'il ne faut pas un ticket, mais il faut que ces deux personnes se parlent. Tout ce que nous souhaitons. Voilà, parce qu'on ne peut pas s'appeler Tidiane Thiam, appeler au dialogue en Côte d'Ivoire et au sein de sa propre formation politique, éviter le dialogue. Moi, je pense que le temps est venu pour qu'ils se parlent. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Et à l'époque, il y a 1 an, j'avais déjà fait cette analyse-là au sein du parti. Parce que j'ai analysé les différentes déclarations du président Billon, du ministre Billon à l'époque, quand il a fait sa déclaration de candidature dans son fief, devant les militants du PDCI, dans un pagne PDCI, il a dit « je suis candidat à la présidentielle » alors qu'il sait comment le PDCI désigne son candidat à la présidentielle. J'ai attiré leur attention pour leur dire que là, cette affaire-là, ce n'est plus une question d'une joute interne où quelqu'un estime ses mécontentements. C'est devenu une question, un procès en légitimité qui est axé sur la personne du président Thiam. Et donc, il faut prendre les dispositions. Parce que tel que je vois là, ce n'est plus un problème transactionnel. C'est-à-dire où quelqu'un veut gagner quelque chose, quelqu'un veut gagner un poste de ministre. Billon n'est pas intéressé par tout ça. Il est le premier employé de Côte d'Ivoire. Il est d'une famille qui est la famille la plus riche, la deuxième famille la plus riche de Côte d'Ivoire, derrière les Diagou et tout. Donc, il n'a pas besoin de ça. Et donc, il n'est pas dans une question transactionnelle. Il est dans une question de dignité et un procès en légitimité contre le président Tidiane Thiam parce qu'il estime qu'après 23 ans, ce dernier ne mérite pas de diriger, de mener le PDCI au pouvoir. Sauf que le détail qu'il oublie, c'est que ce n'est pas nous, en tant qu'individus, faisant partie de l'institution qui désignons qui est légitime ou pas, c'est le peuple du parti. Le peuple du parti a choisi quelqu'un à un moment donné. On comprend tous les efforts qu'il a fait pendant toutes ces années, en l'absence du président Thiam. On comprend tous les sacrifices qu'il a fait, tout ce qu'il a enduré, tous les redressements fiscaux illégaux qu'on lui a collés. On les comprend. Mais à un moment donné, quand le peuple a tranché, il faut se soumettre. Le peuple de militants a tranché, il faut se soumettre, puis regarder l'intérêt général. Parce qu'on a des enjeux, c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu ici. On n'est pas là pour les problèmes de personnes, pour dire « Ah ben moi, j'ai été ministre, je suis déjà riche, et tout, donc ce qui me reste, c'est un poste de président. » C'est pas un problème de personnes. C'est ça le sujet. Je pense que de par votre analyse, c'est-à-dire vous remettez en fait en question beaucoup de principes en politique, c'est-à-dire l'engagement des militants. Aujourd'hui, ce que moi je vois, c'est que certains militants reprochent comment on appelle ça, à Tidiane Thiam, c'est qu'il y a eu quand même quelque part un manque d'engagement. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas engagé, bon, pas engagé, mais je veux dire, il y a d'autres qui sont plus engagés que lui. Voilà. Donc, quelque part, là, c'est-à-dire qu'ils étaient sur le terrain, qui ont vraiment connu, comme vous avez cité, beaucoup de comment on appelle ça, beaucoup de que Jean-Louis Billon a connu à cause de son appartenance au PDC. Donc, ils ont quand même ils ont quand même connu pas mal d'obstacles aujourd'hui pour arriver à ce stade-là. Et on a Tidiane Thiam qui lui a bâti une carrière internationale et tout à coup on le parachute à la tête du parti. Vous voyez? Donc ça met en fait, ça met quelque part en question l'engagement. C'est ce que j'ai dit, qu'on comprenait ça, mais à la fin, à la fin de la journée, qui décide maintenant de choisir qui a raison? On comprenait bien la frustration aussi Mais c'est ce que j'ai dit, on comprend, mais quand le peuple a fini de trancher, les militants tranchés, à un score, Tidiane Thiam, quand il n'avait pas ces 10 ans, on pouvait dire que Billon n'était pas là. Tidiane Thiam a été élu, je crois, autour de 90%. Et là, il remet son mandat en jeu. Personne ne se présente. Le même peuple vient lui dire à 99% que c'est toi qu'on veut. À un moment donné, il faut respecter le peuple. Il ne faut pas avoir peur. Et c'est ce qui se passe. C'est toutes les difficultés que nous avons avec le pouvoir actuel. C'est qu'ils ont peur du peuple en refusant la RLE, en refusant de mettre les candidats. Ils ont peur de laisser le peuple trancher. Maintenant, vous êtes en train de faire le tour du monde. Vous allez à l'Union européenne, après le Sénat américain. Et on finira à Abidjan. À Abidjan, histoire de mettre la pression Abidjan quand bientôt. Que les Américains, avant le 31 mai, il sera on sera à Abidjan bientôt. Bon, ok, bon, merci à vous. Ok. Merci, on vous attend à Abidjan. Merci à Moustapha Kanté. Bonne soirée.